Ah bon, d'accord. Voilà, alors si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. On a 5 minutes de retard. On attend. Comment? On attend. Ah oui, je ne sais pas brancher le micro. Hop. Voilà. Donc on attend Denis Rolland, hein, le président de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. Il est inscrit, mais il est en retard. Hein, bon, c'est une habitude chez lui. Bon, et je pense qu'il va pas tarder à arriver. Alors. Je tiens tout d'abord à remercier tous les membres de la Société historique qui se sont chargés du covoiturage. Hein, donc Claudine Lefebvre, d'ailleurs je ne sais pas si Claudine Lefebvre n'est pas encore arrivée. Donc Philippe Clos, Antoine Neuville et Jean-Louis Baudot. Hein, je remercie aussi M. Dosière, donc député de l'Aisne, d'être présent parmi nous. Ainsi que Alain Arnaud, qui est le président de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts. Et Philippe Quérel, qui est le secrétaire général de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. Alors, Monsieur Lefebvre, le sénateur maire de Laon, s'est excusé, donc il ne pourra pas être parmi nous ce matin. Se sont également excusés Monsieur Alain Brunet, hein, le président de la Société historique de Vervins, et Madame Vatio, la présidente de la Société historique de Chauny. Ils sont tous les deux retenus par des mariages. Alors, la Société historique de Haute-Picardie, elle a aujourd'hui 100 ans. Hein, elle a été fondée le 25 juin 1914. Alors, bon, ce genre d'anniversaire, c'est souvent l'occasion de discours hagiographiques qui font l'éloge de l'association dont on fête l'anniversaire et qui font surtout l'éloge des dirigeants passés et actuels. Alors bon, ce sont des discours qui n'ont pas toujours un grand intérêt. Pour nous, à la Société historique de Haute-Picardie, on a fait un choix différent. On a décidé de faire de la Société historique de Haute-Picardie un objet d'étude historique. Et on a décidé de contextualiser les grands moments de son histoire. Alors, vous savez, dans l'histoire de la Société historique de Haute-Picardie, il y a 3 grandes dates. Première grande date, c'est le 25 juin 1914, donc c'est la fondation de la Société historique de Haute-Picardie. Deuxième date, c'est février 1944. Hein, février 1944, c'est la date de la fusion de la Société historique de Haute-Picardie avec la Société académique de Laon. Et troisième et dernière grande date, c'est le 17 mai 1952, et c'est l'intégration de la Société historique de Haute-Picardie dans la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie. Alors, le 22 mai dernier, vous vous souvenez peut-être que Guy Marival a fait une conférence sur Charles d'Espertan. Charles d'Espertan a été le dernier président de la Société académique de Laon et il a été un des acteurs de la fusion de la Société académique de Laon avec la Société historique de Haute-Picardie. Et vous vous souvenez peut-être que Guy Marival nous avait raconté, donc en février 1944, donc au moment de la fusion entre la Société académique de Laon et la Société historique de Haute-Picardie, la collaboration de Charles d'Espertan avec les Allemands était de plus en plus développée par la Société académique de Laon était en déclin, elle était un déclin qui était déjà avancé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Bon, la Société historique de Haute-Picardie, elle, était beaucoup plus vigoureuse. Donc il nous a permis, Guy Marival nous a permis de comprendre un petit peu mieux le contexte de la fusion des deux associations. Alors moi je vais m'intéresser à la fondation de la Société historique de Haute-Picardie, donc à la date du 25 juin 1914. Alors qui sont les fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie et aussi pourquoi on crée une deuxième société historique à
alors que la Société académique de Laon existait depuis 1850. Et enfin, j'essaierai de répondre à cette question, quelles sont les véritables motivations des fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie? Alors le 25 juin 1914, c'était un jeudi, et la réunion de fondation de la Société historique de Haute-Picardie, elle s'est tenue de la rue Serrurier à Laon. Alors certains connaissent cette adresse, c'était l'adresse de Madame Denise, qui est décédée en 2012. Le 32 rue de Serrurier, c'est un hôtel particulier qui date en gros du XVIIIe siècle, qui est composé de la réunion de deux maisons. Il y a une partie du bâtiment, qui est plus ancienne, qui date du Moyen Âge, c'est l'aile qui donne dans la cour. Alors le 25 juin 1914, cette maison appartenait à Albert Bréval. Albert Bréval, c'était le fils d'un notaire de Laon, Frédéric-Marie Bréval. Pour les Bréval, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'était des descendants d'un violoncelliste et d'un compositeur parisien assez réputé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, qui s'appelait Jean-Baptiste Bréval. Et les Bréval étaient originaires de la région de Chamouille, puisqu'ils étaient propriétaires, depuis le début du XIXe siècle, ils étaient propriétaires d'un vendangeoir à Coligis, donc tout près d'ici, tout près de Chamouille. Et à Coligis, M. Albert Bréval faisait de l'élevage de chevaux. Alors son vendangeoir de Coligis, général, malheureusement, j'ai pas de vue du vendangeoir des Bréval. Et ce vendangeoir des Bréval à Coligis a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et avec les dommages de guerre que M. Bréval a aperçus, il a acheté le château d'Autremoncourt, donc près de Marle. Donc la famille Bréval a déménagé après la Première Guerre mondiale dans le Marlois. Alors, M. Albert Bréval, c'est l'époux d'Elisabeth Motte. Alors, c'était quelqu'un, on a des documents concernant son séjour à Autremoncourt. C'était quelqu'un c'était un grand monsieur, et il était assez robuste. Et puis c'était quelqu'un d'abord assez facile, quelqu'un qui était assez apprécié par son entourage. Et là, alors, la réunion donc il a prêté une pièce de sa maison à la Société historique de Haute-Picardie le 25 juin 1914. Et la réunion de fondation de la Société historique de Haute-Picardie, elle est présidée par le marquis Érard-Henri du Causé de Nazelles, alors qui est le maire de Guignicourt. Donc c'est un personnage, le marquis de Nazelles, c'est un personnage qui est né en 1859. Bon, j'ai pas de photo de lui, j'ai que une photo de son château d'avant la Première Guerre mondiale. Le marquis de Nazelles, il est né en 1859. Il a été officier de cavalerie. Bon, il a démissionné de l'armée en 1898. Ensuite, il est devenu maire de Guignicourt. Il l'a été de 1900 à 1904. Et il l'est redevenu à partir de 1908. Et ce marquis de Nazelles, on ne va plus en entendre parler après la fondation de la Société historique de Haute-Picardie, parce que lorsque la guerre a été déclarée en 1914, il a voulu réintégrer l'armée. Bon, il a été envoyé sur le front, puis il a été envoyé dans les tranchées. Bon, il était né en 1859, donc il était déjà assez âgé, et il a mal supporté la vie dans les tranchées. Il avait déjà des rhumatismes, et ces rhumatismes ne se sont pas améliorés avec la vie dans les tranchées. Donc finalement, il a été retiré du front, et il a été envoyé dans un poste beaucoup plus tranquille. Il a été envoyé à l'école de cavalerie de Saumur, où il a servi comme instructeur. Et bon, il était dans une santé déjà assez fragile, et il est mort finalement de maladie le 9 août 1916. Donc on n'entendra plus parler de lui après la guerre. Et alors, qui était présent à cette réunion de fondation? Bon, alors, on n'a pas de liste précise des membres, des personnes présentes. Bon, on a un compte-rendu assez rapide de la réunion de fondation. On a une liste des membres de la Société historique de Haute-Picardie pour l'année 1914. Grâce à ces documents, on peut faire quelques déductions. Donc, on peut penser qu'il y avait à peu près une trentaine de personnes qui étaient présentes autour du marquis de Nazelles.
Alors, il y avait bien sûr Monsieur et Madame Bréval, hein, les propriétaires du 32 rue Serrurier. Il y avait aussi parmi les personnes présentes Armand de Hédouville. Alors, Armand de Hédouville, c'était le châtelain de Royaucourt, donc il habitait dans le château de Saint-Julien. Alors, château de Saint-Julien qui a été détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc aujourd'hui il ne reste plus que le portail, hein, que vous avez ici. Alors, Armand de Hédouville, c'est un personnage important dans l'histoire de la société historique parce qu'il a vécu pendant très longtemps. Il est mort en 1936 à l'âge de 96 ans. Et alors, il est lié à une famille que vous connaissez, puisque Armand de Hédouville, c'était l'oncle du commandant Xavier de Butay. Et d'ailleurs, il a légué son château de Saint-Julien de Royaucourt à son neveu, le commandant Xavier de Butay. Et le commandant Xavier de Butay, c'est le père du colonel Henri de Butay, hein, que beaucoup d'entre vous ont connu. Colonel Henri de Butay, qui a été président de la Société historique de Haute-Picardie de 1970 à 1980. Et Armand de Hédouville, alors il est aussi célèbre pour ses travaux de pépiniériste. C'était un spécialiste des pommiers à cidre. D'ailleurs, il a créé à Royaucourt une cidrerie. Donc, alors voilà, vous avez vues là, une photo d'avant la Première Guerre mondiale des pommiers de Royaucourt, avec l'église Saint-Julien que vous reconnaissez. Et il avait fait aménager une cidrerie, donc dans le bâtiment qui se trouve, dans le bâtiment, voilà, dans le bâtiment qui se trouve ici, si mon pointeur marche, voilà, bon, ici, enfin, je vais vous montrer une photo plus précise. Voilà, hein, c'est ça la cidrerie de Royaucourt. Aujourd'hui, c'est une propriété qui appartient toujours à la famille de Butay. Et Armand de Hédouville était vice-président de la Société d'horticulture de Laon. Hein, et il nous a laissé un article assez copieux qui était paru dans le bulletin du syndicat pomologique de France, qui s'intitule « Nos pommes ». Hein, donc c'est un spécialiste des pommiers et des pommes. Un autre personnage qui est présent le 25 juin 1914, c'est André Gosset. Alors André Gosset, il vient de la région de Venizelle. Alors André Gosset, c'est quelqu'un que les habitués des publications de la Société historique de Soissons connaissent un petit peu. C'était l'époux d'Amélie Saint-Marc Girardin. Et Amélie Saint-Marc Girardin, c'était la petite-fille de Marc Saint-Marc Girardin, qui a été un homme politique, un critique littéraire et un académicien au XIXe siècle. Et André Gosset a été vice-président de la Société historique de Soissons. Et en 1945, André Gosset et sa femme, ils ont légué à la Société historique de Soissons toute la bibliothèque de Saint-Marc Girardin, une bibliothèque énorme comprenant près de 5000 volumes. Et cette bibliothèque se trouve toujours aujourd'hui au siège de la Société historique de Soissons. La bibliothèque de Saint-Marc Girardin, elle forme le gros des collections de la Société historique de Soissons. Un autre personnage, c'est le capitaine Xavier Poli. Alors là, j'ai trouvé une photo du capitaine Xavier Poli. Alors, capitaine, bon, il n'était plus en 1914, lors de la fondation de la Société historique de Haute-Picardie, il n'était plus dans l'armée. Il avait démissionné en 1908. Bon, c'est quelqu'un qui est assez connu, le capitaine Xavier Poli, comme historien de la Corse. Et dont il était originaire. Il a écrit une histoire militaire des Corses au service de la France. Et il a écrit aussi un livre qui s'intitule « La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen-Âge ». Et en 1914, eh bien, il était directeur d'un journal de Laon, le Journal de l'Aisne, hein, qui était imprimé à Laon même. Alors, autre grand personnage lors de cette réunion du 25 juin 1914, c'est Jean-Marie François de Hensel d'Ormois. Hein, donc, c'est à ce moment-là, en 1914, il était vicomte. Bon, la famille Hensel d'Ormois, c'est une famille très importante dans le Lannoy. C'est une famille de gentilshommes verriers, originaires des Vosges, donc de Lorraine. Et c'est une famille qui était installée à Vorges. Et le vicomte Jean-Marie François de Hensel d'Ormois, il était propriétaire depuis 1906 d'un château
qui existe encore aujourd'hui, c'est le château de Bourguignon, hein, donc depuis 1906. Hein, donc vous voyez, Armand de Hédouville, Enzel d'Ormois, ce sont des gens qui sont originaires de Royaucourt et de sa région. Autre personne présente, Henri Trochon de Laurière. Bon, ça, j'ai pas de photo de lui. Alors lui, c'est un Breton. Hein, il est originaire de Pornic, en Loire-Atlantique. C'est un ancien officier de la marine marchande. Bon, il est directeur d'assurance et à Paris, mais il a une maison qui s'appelle le Pavillon à Presles et Thierny. Trochon de Laurière, c'est une famille aussi qui a joué un rôle important dans l'histoire de la Société historique de Haute-Picardie. J'en reparlerai. Autre personne présente, c'est le capitaine Petit. Je n'ai pas de photo. Le capitaine Petit était gérant du journal de l'Aisne à Laon. Bon, c'est quelqu'un qui sera tué pendant la Première Guerre mondiale en 1914. Et enfin, dernier grand personnage présent, c'est Maxime de Sars. Alors, Maxime de Sars, il est né à Ursel, dans le château d'Ursel. Donc le château familial qui existe encore, bon, même s'il a été reconstruit après la Première Guerre mondiale. Alors c'était un fils d'officier de cavalerie qui était installé à Ursel. Donc Maxime de Sars portait le titre de comte. Bon, vous savez, c'est un personnage assez connu. Il a fait des études de droit et il a aussi fréquenté l'école des Chartes en tant qu'auditeur libre. Donc, il s'est très tôt intéressé à l'histoire. Et le 25 août 1913, dans l'église de Presles-et-Thierny, Maxime de Sars a épousé Cécile Marie Yolaine Trochon de Laurière. Donc, le Henri Trochon de Laurière, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était son beau-père. Et depuis 1913, Maxime de Sars vivait à Bruxelles, où il était adjoint au secrétaire général de l'Union continentale commerciale des glaceries. Il y avait des liens entre la famille de Sars et la société Saint-Gobain. Il y avait des liens qui étaient assez anciens. Alors, toutes les personnes qui sont présentes le 25 juin 1914 ont adopté à l'unanimité les statuts et le règlement intérieur de la Société historique de Haute-Picardie. Alors les statuts, ils ne sont pas très originaux, ils sont conformes à la loi sur les associations du 1er juillet 1901. Le but de la Société historique de Haute-Picardie, c'est, je cite, « étudier, recueillir et publier tout ce qui peut intéresser les pays compris dans les limites des anciens diocèses de Laon, de Soissons et de Noyon, au point de vue de l'histoire religieuse, militaire, civile, économique et de l'archéologie. » Donc vous voyez, la Société historique de Haute-Picardie, à l'origine, ce n'était pas une société d'histoire locale, c'était une société d'histoire régionale. Alors pourquoi ce nom de Société historique de Haute-Picardie? Alors ça, c'est un nom un petit peu bizarre. En fait, c'est Maxime de Sars qui est à l'origine du choix de Haute-Picardie. Il a rédigé un petit article qui est paru dans le premier tome du bulletin de la Société historique de Haute-Picardie, qui ne sortira qu'après la Première Guerre mondiale, en 1922. Et il a expliqué les limites de la Haute-Picardie dans cet article. Bon, mais l'article n'est pas extraordinaire, il n'est pas très très clair. Bon, en fait, Maxime de Sars se contente de montrer que le Lannois, le Soissonnais et le Valois sont des terres picardes en raison de leur langage. On y parle le picard. Bon. Et en fait, la Haute-Picardie, pour avoir les limites de la Haute-Picardie, il faut se référer à une carte qui a été imprimée en 1694 et qui a été faite par Jean-Baptiste Nolin. Donc là, vous avez une carte de la province de Picardie et on voit apparaître la Haute-Picardie. Donc ici, bon, la carte est... Là, on voit apparaître la Haute-Picardie. Et si vous regardez bien, mais c'est difficile de le faire là, la Haute-Picardie, elle est divisée en pays lannois, soissonnais, l'Attiérache, le Valois, le Vermandois, le Noyonnais, etc. Donc, cette carte de Haute-Picardie par Jean-Baptiste Nolin, elle a été utilisée comme justificatif lors de l'Assemblée du 25 juin 1914. La Haute-Picardie, donc c'est toute la partie de la Picardie, en gros, qui est à cheval sur l'Oise.
sur la rivière Oise. Et la Haute-Picardie, en gros, ce sont les diocèses de Laon, de Soissons et de Noyon. Alors, le siège de la Société historique de Haute-Picardie, il est fixé au numéro 45 de la rue des Cordeliers à Laon. Alors bon, quand on passe devant, on a du mal à s'en rendre compte. Pourquoi le 45 rue des Cordeliers à Laon? Eh bien parce que c'était le siège du journal de l'Aisne. Et il y avait beaucoup de liens entre les dirigeants du journal de l'Aisne et les dirigeants de la Société historique de Haute-Picardie. Alors vous savez peut-être que le journal de l'Aisne a disparu en 1926, et donc la Société historique de Haute-Picardie a dû trouver un nouveau siège. Et le 28 août 1927, eh bien, l'Assemblée générale de la Société historique de Haute-Picardie a décidé de transférer son siège aux archives départementales, donc dans l'hôtel de la préfecture. Et ça, grâce à l'aide de l'archiviste départemental de l'époque, qui est un personnage très important, qui est Lucien Broche. Lucien Broche, c'est lui qui a permis à la Société historique de Haute-Picardie de s'installer aux archives départementales, et on y est toujours aux archives, on a toujours officiellement notre siège aux archives départementales de l'Aisne. Vous savez, Lucien Broche, c'est vraiment un grand personnage, c'est lui qui a dirigé les archives départementales de l'Aisne pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait toute sa carrière d'archiviste à Laon, et c'est lui qui a dû batailler, qui a dû déployer de très gros efforts pour sauver les archives pendant les deux conflits mondiaux. Alors, la Société historique de Haute-Picardie, donc elle a un but, elle a un siège, elle est composée de membres fondateurs, de membres titulaires et de membres correspondants. Bon, ça, c'était une distinction qu'on trouvait souvent dans les statuts des sociétés historiques à l'époque. Alors, pour être membre fondateur et membre titulaire, il fallait verser une cotisation en 1914, une cotisation annuelle de 15 francs. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Vous savez que l'INSEE sur Internet nous permet d'avoir la valeur des 15 francs en euros actuels. Bon, eh bien, 15 francs de 1914, ça fait à peu près 49,98 € en 2013. Donc, à peu près, vous voyez, 50 €. Donc, vous voyez, la cotisation, elle a diminué depuis cette époque-là. Maintenant, on est à 20 €. Alors, si on veut être membre fondateur de la Société historique de Haute-Picardie, et pas seulement membre titulaire, eh bien, il faut, en plus de la cotisation de 15 francs, cotisation annuelle, il faut payer un droit d'entrée qui est compris entre 100 et 200 francs. C'est-à-dire que les membres fondateurs, ils doivent payer une somme comprise entre 333,21 € et 666,43 €. Donc, vous voyez, pour être membre fondateur, il fallait quand même déjà avoir des revenus assez conséquents. Pour vous donner une petite idée, un charpentier parisien en 1911 gagnait 1 franc par heure. Donc, la cotisation de membres titulaires, c'est 15 heures de travail pour un charpentier parisien en 1911. Bon, la cotisation était quand même assez élevée. Il y avait une cotisation qui était prévue pour les personnes un peu moins aisées. On pouvait être membre correspondant. Alors, quelqu'un qui veut être membre correspondant, il n'a à payer qu'une cotisation annuelle de 5 francs. Là, on se rapproche du tarif actuel. 5 francs, c'est à 16,66 €. Bon, donc, vous voyez, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Et alors, attention, seuls les membres fondateurs et seuls les membres titulaires ont le droit de participer à l'administration de la Société historique de Haute-Picardie. Les membres correspondants ne votent pas. Ils n'ont pas leur mot à dire. Et pour être membre fondateur ou membre titulaire, il faut avoir été élu avec une majorité des 3/4. Et les statuts de la Société historique de Haute-Picardie prévoient des élections toujours à bulletin secret. À bulletin secret. Donc les dirigeants veulent garder le contrôle sur le recrutement des membres de la Société historique. Ces statuts, ils sont plus valables aujourd'hui, rassurez-vous. Et alors, pour être candidat à un poste de membre fondateur ou de membre titulaire, en plus, il faut être présenté par 2 membres et être agréé par le comité directeur.
Alors en 1914, les membres fondateurs sont 21. Parmi ces membres fondateurs, il n'y a que des hommes. Alors on trouve M. Albert Bréval, on trouve aussi Roger Firino. Donc Roger Firino, il a été député de l'Aisne de 1893 à 1898. C'était le maire de Fontenoy, donc dans la région de Vic-sur-Aisne. Et c'est un personnage qui est important dans l'histoire des sociétés historiques de l'Aisne, puisqu'il sera président de la Société historique de Soissons de 1920 à 1926. Et parmi les membres fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie, on trouve aussi André Fossé d'Arcos, donc un personnage qui est aussi très, très connu pour les historiens de l'Aisne. Et André Fossé d'Arcos, il est directeur d'un journal qui est publié à Soissons, c'est l'Argus Soissonnais. Et il va être le président de la Société historique de Soissons de 1932 à 1945 et aussi président de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts de 1929 à 1946. Donc, oui, dès le début, il y a eu des liens assez étroits entre la Société historique de Haute-Picardie, la Société historique de Soissons et la Société historique de Villers-Cotterêts. M. Arnaud est là, président de la Société historique de Villers-Cotterêts, il est là. Bon, on attend toujours Denis Rolland, mais il devrait pas tarder. Et alors voilà, vous avez pour expliquer sa tenue, André Fossé d'Arcos était aussi le président du tribunal de commerce de Soissons. Ça explique la tenue qu'il porte sur la photo. Alors un autre personnage important, un autre membre fondateur, c'est Henri Riard de Verneuil. Alors Henri Riard de Verneuil, c'était un propriétaire de terre de la région. Il était maire de Bouconville-Vauclair et il était aussi conseiller général du canton de Crâne et il sera député de l'Aisne de 1919 à 1934 et il deviendra aussi sénateur de l'Aisne de 1934 à 1940. Alors ça, c'est pour les membres fondateurs. Les membres titulaires, en 1914, ils sont 16. Et alors, parmi ces membres titulaires, il y a une femme. Et cette femme, c'est la vicomtesse de Henzel-Dormois. Alors, c'est pas la femme de Jean de Henzel-Dormois, c'est sa tante. En fait, c'est l'épouse du vicomte Paul de Henzel, qui était le maire de Vorges. Et la vicomtesse, c'est Marie-Eulalie Marguerite de Cahin de Rambure. Voilà. Alors, la Société historique de Haute-Picardie, elle est administrée par un comité directeur, donc qui est composé d'un président, de 2 vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un trésorier, d'un secrétaire et d'un archiviste bibliothécaire. Alors le 25 juin 1914, lors de la réunion de fondation, le comité directeur de la Société historique de Haute-Picardie a été élu. Donc le président, c'est le marquis Erard-Henri du Causey de Nazelles. Les vice-présidents, les 2 vice-présidents sont Armand de Hédouville et André Gosset. Le secrétaire général, c'est le capitaine Poli. Le secrétaire de séance, celui qui doit prendre des notes pendant toutes les réunions, c'est Jean de Henzel. Et le trésorier, c'est Henri Trochon de Laurière. Et l'archiviste bibliothécaire, c'est le capitaine Petit. Alors, sur une proposition de Maxime de Sart, l'Assemblée du 25 juin 1914 a décidé d'adopter les armoiries qui figurent sur le sceau de la Société historique de Haute-Picardie. Alors ce sceau, on l'utilise encore aujourd'hui, vous le connaissez. Alors vous vous êtes sans doute déjà demandé, mais qu'est-ce que ça représente, parce que il est assez compliqué. Bon, en fait, les armoiries de la Société historique de Picardie. Alors ici, vous voyez, là, alors c'est un assemblage de plusieurs autres armoiries. Ici, vous reconnaissez ces armoiries-là. Donc ça, ce sont les armoiries du duché de Lannoy, avec la crosse des évêques de Laon. Ici, vous reconnaissez les armoiries du comté de Vermandois, donc le nord du département de l'Aisne. Ici, vous avez le lion que vous avez là, vous le retrouvez ici, ce sont les armoiries du comté de Soissons. Et ici, alors officiellement, ce sont les armoiries de la Picardie, vous retrouvez ça ici, mais en fait, ce sont les armoiries du comté de Ponthieu.
donc seulement une partie de la Picardie. Alors, l'écu de la Société historique de Haute-Picardie, il est accompagné par le nom de la société donc, historique de la Haute-Picardie, ici, avec la date de la fondation en chiffres arabes, donc 1914. Alors cet écu, ce sceau de la Société historique de Haute-Picardie, il a été dessiné par un ami de Jean de Henzel-Dormois, c'est Edmond Desrobert. Edmond Desrobert, c'était un érudit lorrain et quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur... c'était un grand héraldiste. Il s'est beaucoup intéressé aux armoiries de Lorraine. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi est-ce qu'il a travaillé pour la Société historique de Haute-Picardie? Il ne faut pas oublier que la famille Henzel-Dormois, c'était une famille qui était originaire de Lorraine. Le village d'Henzel, il existe. C'est un village qui se trouve dans les Vosges, donc dans l'ancien duché de Lorraine. Alors, l'Assemblée du 25 juin 1914, elle a décidé aussi de publier chaque trimestre un bulletin. Alors bon, il va y avoir la guerre dès le mois d'août 1914 et la publication des premiers bulletins, bien sûr, va être retardée. Le premier devait sortir en août 1914. En fait, il faudra attendre 1922 pour le voir sortir. Et les fondateurs de la Société historique ont déjà un bon stock d'articles à publier. Ils disposent déjà de 14 mémoires manuscrits qui ont été écrits par différents auteurs de la région. Et ces 14 mémoires manuscrits sont déjà prêts à être publiés. Et le 25 juin 1914, le capitaine Pauly a d'ailleurs proposé d'attribuer tout de suite une subvention de 400 francs à l'un des membres fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie, à Maxime de Sart, parce que Maxime de Sart était sur le point de terminer un de ses grands ouvrages, son Lannoy féodal. Et donc, dès le début, la Société historique de Haute-Picardie a décidé de soutenir la publication de ce livre. Et le Lannoy féodal, bon, finalement, il n'est pas encore tout à fait terminé. Il faudra attendre l'après-guerre pour le voir sortir des presses. Il est sorti en 5 volumes, de 1924 à 1934, avec le soutien de la Société historique, mais il aura un éditeur. Et l'éditeur, ce sera la librairie Honoré Champion. Alors, la Société historique de Haute-Picardie, ce n'est pas la seule société historique à Laon. Il y a une autre société historique à Laon, et cette société historique, c'est la Société académique de Laon, qui est beaucoup plus ancienne puisqu'elle a été créée le 29 décembre 1850. Et ces statuts ont été modifiés le 11 novembre 1904. Le but de la Société académique de Laon a été un petit peu revu. Officiellement, son but, c'est de contribuer au développement des sciences, des belles lettres et des arts, étudier et décrire les monuments anciens et modernes du département de l'Aisne, et recueillir et publier les matériaux qui peuvent servir à l'histoire de la contrée, et enfin, encourager les publications utiles. Donc vous voyez, c'est une société historique qui a un but assez diversifié, c'est une société académique, donc officiellement elle ne s'intéresse pas uniquement à l'histoire. Mais malgré tout, l'histoire représente quand même l'essentiel de ses activités. Alors, parmi les membres du comité directeur de la Société historique de Haute-Picardie, il y a 4 personnes qui sont membres de la Société académique de Laon en 1914. Alors, le marquis du Gozet de Nazelles est membre de la Société académique de Laon. Armand de Hédouville est membre de la Société académique de Laon. Le capitaine Pauly, il est membre de la Société académique de Laon. Et Jean de Henzel est également membre de la Société académique de Laon. Et la création de la Société historique de Haute-Picardie, en fait, est liée à la situation qui existe en 1914 à l'intérieur de la Société académique de Laon. Alors, on a un texte qui nous explique un petit peu le contexte de la création de la Société historique de Haute-Picardie. C'est la notice nécrologique de Jean de Henzel-Dormois qui est parue en 1955 dans les mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. Cette notice a été rédigée par un proche de Jean de Henzel-Dormois, par un des fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie, c'est Maxime de Sart. Et Maxime de Sart dit qu'en 1914, les fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie, je cite,
ont été frappés des effets déplorables d'élections qui avaient désorganisé une des sociétés d'arrondissement. Donc une des sociétés d'arrondissement, c'est la Société académique de Laon. Alors quels sont ces effets déplorables, selon l'expression de Maxime de Sade? En fait, il y a eu une crise au sein de la Société académique de Laon, c'est le 20 septembre 1912. Le 20 septembre 1912, Charles Westerkamp, qui était à cette époque-là secrétaire général de la Société académique de Laon, a démissionné avec fracas. Alors, ce Charles Westerkamp, Kim Arrival nous en a parlé au mois de mai. Bon, on n'a pas beaucoup de photos de Charles Westerkamp. Là, c'en est une qui est... Bon, il est déjà assez vieux sur la photo. C'est une photo qui date de 1937. Et c'est là une photo qui a été prise lors de l'inauguration du monument dédié à la mémoire de Jacques Marquette, monument donc qui existe encore, mais qui a changé de lieu. Maintenant, il a été déménagé près de l'hôtel de ville. Alors, Charles Westerkamp, c'était le directeur du journal Les Tablettes de laine. Alors, les Tablettes de laine, c'était un journal qui était publié à Laon. C'était un journal assez important. Charles Westerkamp, c'était un radical de centre droit. Et le parti radical, c'est un parti du centre, donc il y a des gens de centre droit et des gens de centre gauche. Et les Tablettes de laine, c'est le journal qui a succédé à la Tribune de laine, qui avait été le journal radical, mais très à gauche, qui avait été créé par Paul Doumer en 1885 à Laon. Alors, les Tablettes de laine, c'est un journal qui date de 1907. Et dans le numéro du 12 septembre 1912, Charles Westerkamp a publié un article que l'on voit ici, à la une, qui s'appelle, c'est l'article de Charles Westerkamp, s'intitule « Un plaidoyer ». Alors, j'ai fait un agrandissement, et cet article, il commence très, 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 très fort. Il n'y a pas que les monuments qu'on laisse tomber en ruine à Laon. Les œuvres d'art elles-mêmes souffrent de cette indifférence que l'on semble avoir pour les antiquités. Indifférence si grande qu'elle a même un peu trop des allures de mépris. Je veux parler ici de certains tableaux de l'église Saint-Martin et de la cathédrale. Alors, dans cet article, Charles Westerkamp, il dénonce l'état lamentable de certains tableaux de l'église Saint-Martin et de la cathédrale de Laon. Et c'est, alors, vous savez, la loi de séparation des églises et de l'État, elle vient d'être votée, elle date de 1905. Donc, tout le mobilier qui se trouve à l'intérieur de l'église Saint-Martin et de la cathédrale appartient à la ville de Laon. Donc, c'est la ville de Laon qui est responsable de son entretien. Et alors, cet article de Charles Westerkamp a fait un scandale à Laon et il a provoqué l'émoi des catholiques de Laon, et en particulier du curé de l'église Saint-Martin, qui était à l'époque le chanoine Pli. Et tous les catholiques de Laon ont dénoncé l'inaction de la ville de Laon, donc propriétaire des tableaux depuis la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Et 2 jours après cet article, le 14 septembre 1912, le chanoine Pli a envoyé une lettre à Westerkamp. Et dans sa lettre, le chanoine Pli écrit ceci: « Ah, si la municipalité partageait votre amour pour les vieilles choses et les vieilles gens. » Il s'adresse à Charles Westerkamp. « J'attendrai donc que le suffrage de nos concitoyens vous envoie au conseil municipal pour essayer quelque chose. Alors je serai certain de rencontrer dans cette assemblée un avocat dévoué à notre commune cause et capable de la faire triompher. » Alors, cette réaction des catholiques de Laon, et en particulier du chanoine Pli, a provoqué la colère du maire de Laon de l'époque. On est en 1912, le maire c'est Georges Herman. Alors, Georges Herman, c'est un homme de centre droit, mais assez anticlérical. Il a des relations assez difficiles avec les catholiques, et en particulier avec le clergé de Laon. Alors, Georges Herman a été outré par l'article de Charles Westerkamp, par les conséquences de cet article dans la population catholique de Laon. Et donc, le 20 septembre 1912, lors d'une réunion de la Société académique de Laon, Georges Herman, sénateur-maire de Laon, a annoncé sa démission
de la Société académique de Laon. Pensez qu'il était membre titulaire de la Société académique de Laon depuis 1877. Donc, gros scandale à la Société académique de Laon, le maire de Laon qui démissionne de la Société académique de Laon. Bon, le président de l'époque, c'était Lucien Broche, l'archiviste départemental. Bon, c'était un homme de consensus. Bon, il était très très gêné par la colère du sénateur maire de Laon. Et donc, Charles Westerkamp, il a décidé de se sacrifier pour calmer les esprits. Et Charles Westerkamp a démissionné de son poste de secrétaire général de la Société académique de Laon. Donc ça, le 20 septembre 1912. Alors il faut élire un nouveau secrétaire général pour la Société académique de Laon, et c'est René Hennequin qui a été élu secrétaire général de la Société académique de Laon. Alors il était membre titulaire de la Société académique de Laon depuis 1908. Alors, René Hennequin, c'est un personnage assez important aussi dans l'histoire, dans l'historiographie du département de l'Aisne. Il était avocat à Soissons, il avait été sous-préfet de Vervins, il avait été également sous-préfet de Château-Thierry et de Soissons. Il avait été sous-préfet de Soissons, donc c'était la fin de sa carrière dans la préfectorale, de 1904 à 1910. Et alors, très vite, il y a eu des problèmes entre René Hennequin et Jean de Henzel-Dormois. Jean de Henzel-Dormois, c'était le secrétaire des séances de la Société académique de Laon depuis le 14 décembre 1909. C'était lui qui était chargé de faire les comptes rendus des réunions. Alors, au début, le clash, il va venir au début de l'année 1913. Au début de 1913, René Hennequin présente au président de la Société académique de Laon, donc l'archiviste Lucien Broche, il lui présente la candidature d'une personne qui veut être membre titulaire de la Société académique de Laon. Et ce candidat, c'est pas n'importe qui, c'est Léon Nanquette. Alors, Léon Nanquette, c'est un nom qui vous dit quelque chose, il sera maire de Laon dans les années 20. Et Léon Nanquette, à cette époque-là, il est conseiller municipal de Laon, et c'est un conseiller municipal radical et très anticlérical. Et la candidature de ce Léon Nanquette provoque la colère de Jean de Henzel. Jean de Henzel-Dormois, qui on le verra est un catholique convaincu, il ne veut pas du tout voir arriver Léon Nanquette dans la Société académique de Laon. Alors, bon, Léon Nanquette, il risque fort d'être élu membre titulaire lors d'une réunion de la Société académique de Laon. Parce que les élections à cette époque-là, on ne respecte pas les statuts, on fait comme nous on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les élections se font à main levée, et les élections se font toujours à l'unanimité. Et les nouveaux membres titulaires sont toujours élus à l'unanimité. Et donc, alors que c'est contraire aux statuts, parce que les statuts du 11 novembre 1904, les statuts de la Société académique de Laon, ils disent que l'élection d'un nouveau membre titulaire doit être faite à bulletin secret, avec une majorité des 3/4 des membres titulaires. Bon, mais ça, c'était jamais appliqué avant à la Société académique de Laon. Et donc, un membre de la famille de Henzel-Dormois, le 5 avril 1913, alors ce membre c'est Paul de Henzel-Dormois, maire de Vorges, l'oncle de Jean de Henzel-Dormois, Paul de Henzel-Dormois demande un scrutin secret pour l'élection de Léon Nanquette comme membre titulaire. Alors bon, l'élection, elle ne peut pas se faire le 5 avril 1913 parce qu'il y a beaucoup de membres titulaires qui ne sont pas présents, donc il faut leur envoyer des pouvoirs pour qu'ils puissent voter pour l'élection de Léon Nanquette. Donc l'élection est reportée à une autre réunion de la Société académique de Laon, c'est le 30 avril 1913. Alors, le 30 avril 1913, donc, on doit élire les nouveaux membres titulaires de la Société académique de Laon à bulletin secret, cette fois-ci. Il y a, alors, le nombre des votants qui sont présents ou qui sont représentés s'élève à 57, et Léon Nanquette obtient uniquement 34 voix. 34 voix, c'est-à-dire 60% des voix, il n'a pas la majorité des 3/4, donc Léon Nanquette ne peut pas être élu membre titulaire de la Société académique de Laon. Donc la famille de Henzel-Dormois a gagné, elle a réussi à évincer Léon Nanquette. Alors celui qui fait le compte-rendu de la réunion
le compte-rendu de l'évincement de Léon d'Enquête. C'est Jean de Henzel d'Ormois, puisqu'il est le secrétaire des séances. Donc il fait un compte-rendu et il envoie ce compte-rendu à tous les journaux de l'an. Et les journaux publient ce compte-rendu. Enfin presque, pas toujours. Et il y a un journal de l'an qui s'appelle le Courrier de l'Aisne, qui est un journal radical, donc des amis de Léon d'Enquête, qui n'apprécie pas beaucoup la manœuvre de la famille de Henzel d'Ormois. Et le Courrier de l'Aisne n'hésite pas à dénoncer la manœuvre de la famille de Henzel d'Ormois pour évincer Léon d'Enquête. Donc, lors de la réunion suivante de la Société académique de l'An, le 31 mai 1913, la question est évoquée. On peut lire dans le compte-rendu de la réunion du 31 mai 1913, on peut lire ceci. « À la suite d'observations d'ordre personnel concernant les procès-verbaux officiels et les comptes rendus à la presse des réunions de la Société, M. Jean de Henzel a déclaré se désintéresser de la rédaction du procès-verbal. En conséquence, les notes nécessaires pour établir le présent compte-rendu officiel ont été prises en séance par M. Prudhomme, trésorier. » Donc Jean de Henzel ne veut plus faire les comptes rendus des réunions de la Société académique de l'An parce qu'il a été mis en cause par la presse, enfin le Courrier de l'Aisne qui a dénoncé la manœuvre de sa famille pour évincer Léon d'Enquête. Alors à partir de ce moment-là, Jean de Henzel d'Ormois boude les réunions de la Société académique de l'An. Il ne sera plus jamais présent, il ne cherche même pas à être excusé et la bagarre continue. Il y a des nouvelles attaques dans la presse locale contre la Société académique de l'An. Ainsi, on peut lire dans le compte-rendu de la réunion du 12 juillet 1913, on peut lire ceci. Après la lecture du procès-verbal de la précédente séance, une réunion à la Société académique de l'An, ça commençait toujours comme ça, on lisait le compte-rendu de la réunion précédente. Et on l'adoptait, donc qui est adopté, Monsieur Delvincourt. Alors Delvincourt, c'était un archéologue qui habitait à Crécy-sur-Serre. Il demande la parole pour signaler un entrefilet publié par un journal local, alors ce journal local c'est le Courrier de l'Aisne, le journal radical, à la date du 12 juin dernier, dans lequel un comptable, actuellement recherché par la police, à la suite de détournements, est indiqué comme faisant partie de la Société académique de l'An. Alors ce comptable, c'était Albert Dagbert, qui était comptable dans une maison de l'An qui s'occupait du commerce des bestiaux en gros. Et il était parti avec la caisse. Il venait de partir avec la caisse, il venait de partir avec la somme de 700 000 francs. Ce qui était quand même, ça représente à peu près 2,3 millions d'euros actuels. Et donc le Courrier de l'Aisne dit que ce comptable était membre de la Société académique de l'An. Donc gros scandale. Alors, M. Delvincourt fait remarquer que cette information d'allure tendancieuse et d'ailleurs tout à fait inexacte est de nature à jeter le discrédit sur la société. Il demande quelles mesures le bureau a prises à cet égard. Monsieur le Président, Lucien Broche, l'archiviste départemental, répond que dès le lendemain de cette publication, il a fait personnellement une démarche près de l'administration du journal en question afin d'obtenir qu'une rectification fût insérée dans l'un de ses plus prochains numéros. L'auteur de l'entrefilet, ayant reconnu que sa bonne foi avait été surprise et la rectification demandée ayant paru le soir même, Monsieur le Président déclare qu'il y a lieu de considérer ce regrettable incident comme clos. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance à la Société académique de l'An à la fin de 1913 et au début de 1914. Alors pour bien comprendre la situation, il faut rappeler le contexte politique national. Ça permet de bien comprendre les tensions qui règnent à ce moment-là à l'intérieur de la Société académique de l'An. Vous savez que la Troisième République, elle est toute jeune. Elle est née en 1870 et elle est encore très contestée. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a en France un conflit qui est très dur entre les monarchistes et les républicains. On va s'en rendre compte, par exemple, pendant l'affaire Dreyfus de 1894 à 1906. Les républicains sont très anticléricaux. Alors pourquoi ? Eh bien, d'ailleurs, on a vous voyez un journal républicain et anticlérical de l'époque, la Lanterne, voilà l'ennemi, donc avec une représentation du Sacré-Cœur et un prêtre, vous voyez un petit peu l'ambiance. L'Église, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'Église catholique est encore quand même très majoritairement monarchiste.
Ça, c'est un héritage de l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, le roi de France était roi de droit divin. Il était lieutenant de Dieu sur la terre. Le roi de France était le défenseur de l'Église catholique. Donc, l'Église catholique soutenait la monarchie en France et encore en grande partie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, les républicains, depuis les années 1880, les républicains essayent d'enlever à l'Église catholique, en France, son influence politique. Il y a toute une série de lois qui est votée, et la loi la plus célèbre, c'est la loi de 1886, qui impose la laïcisation du personnel des écoles publiques. Donc on veut diminuer l'influence politique de l'Église catholique en France. Et les républicains qui sont particulièrement anticléricaux, ce sont les radicaux. Et le parti radical, c'est un tout jeune parti, un parti radical et radical socialiste, c'est son nom officiel. Il a été créé en juin 1901. Et vous vous souvenez peut-être qu'en avril et mai 1902, les radicaux ont gagné les élections législatives en France. Donc, ils sont au pouvoir. Et le président du Conseil qui a tout de suite été nommé, c'est le célèbre Émile Combes, qui était un grand anticlérical. Et cet Émile Combes, il est à l'origine de la loi de séparation des églises et de l'État, qui a été votée le 9 décembre 1905. Alors, cette loi de séparation des églises et de l'État, elle met fin au Concordat de 1801, qui était en vigueur donc depuis l'époque de Napoléon Bonaparte, et elle oblige aussi à dresser dans toutes les paroisses un inventaire des biens de l'Église. Les biens de l'Église vont être remis à des associations cultuelles. Et vous savez que ces inventaires ont soulevé beaucoup de troubles en France. Ils ont commencé en 1906 et ils ont provoqué beaucoup de violences dans les provinces catholiques et aussi à Paris. Alors les radicaux, ils s'opposent à l'Église, mais les radicaux ont aussi des soucis à se faire avec les ouvriers. Il y a une contestation sociale qui devient très forte à partir de 1905. Les ouvriers s'opposent de plus en plus aux radicaux. Vous vous souvenez peut-être de ce slogan de Jules Guesde qui disait que les ouvriers refusaient je cite, de manger du curé pour tromper leur faim. Les radicaux se préoccupent de la lutte contre l'influence de l'Église catholique, mais ils ont tendance à oublier les problèmes sociaux. Et en 1906-1909, le président du Conseil, c'est le radical Georges Clemenceau. Et vous savez que Georges Clemenceau s'est acquis une réputation de briseur de grève. Vous vous souvenez peut-être des manifestations des viticulteurs du Midi qui ont été réprimées assez violemment par Clemenceau en juin 1907. Alors les socialistes, le mouvement socialiste prend de l'ampleur. La SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, le Parti socialiste a été créé en avril 1905. Il est dirigé par Jean Jaurès et le syndicalisme se développe également à ce moment-là. La CGT, la Confédération Générale du Travail, a été créée en 1895 et en octobre 1906, elle a adopté la charte d'Amiens, donc qui reconnaît la lutte des classes et qui reconnaît la nécessité de réorganiser la société par l'expropriation des capitalistes. Donc vous voyez, le syndicalisme révolutionnaire se développe à ce moment-là. Donc anticléricalisme, développement du socialisme révolutionnaire et puis aussi montée du nationalisme à cette époque-là. Il y a des tensions de plus en plus grandes avec l'Allemagne. De février à novembre 1911, ça a été le coup d'Agadir. L'Allemagne et la France ont été au bord de la guerre à propos du Maroc. Et c'est finalement la France qui a réussi à l'emporter, qui a réussi à établir un protectorat sur le Maroc. Donc à partir de 1910, il y a le développement du syndicalisme révolutionnaire, les menaces de plus en plus fortes d'une guerre contre l'Allemagne provoquent en France la renaissance d'un mouvement nationaliste qui est très fort, mouvement nationaliste qui fait appel à la fierté nationale et au respect de l'ordre établi. Et ce mouvement nationaliste, il est incarné par l'Action française. L'Action française qui a été fondée en 1899 et qui est animée par son idéologue Charles Maurras. Et l'Action française, elle est monarchiste, elle est convaincue de la supériorité du régime monarchique et elle est très hostile à la République
qu'elle surnomme la gueuse. Et le nationalisme donc va encore s'amplifier. Vous savez qu'en août 1913, le gouvernement d'Aristide Briand va voter la loi qui étend le service militaire à 3 ans. Donc on est dans ce contexte-là, au moment de la création de la Société historique de Haute-Picardie, donc le développement du nationalisme et le développement de l'action française. Donc les monarchistes sont très puissants à ce moment-là en France. Alors, je reviens à la Société historique de Haute-Picardie. René Hennequin, qui est le secrétaire général de la Société académique de Laon en 1913. Ce René Hennequin, c'est un radical. Et donc quelqu'un qui est très anticlérical. Et René Hennequin, c'est un grand admirateur de la Révolution française, et en particulier de l'œuvre de l'Assemblée constituante, qui a siégé de 1789 à 1792. Et René Hennequin nous a laissé un livre très important, un livre qui est très bien fait, qui s'intitule « La formation du département de l'Aisne en 1790 ». René Hennequin, c'est l'historien de la création du département de l'Aisne. René Hennequin, alors, il a publié ce livre à compte d'auteur, mais avec la participation de la Société académique de Laon. Et René Hennequin, qui lui a versé une subvention. Et René Hennequin était membre également de la Société de l'histoire de la Révolution. Alors, la Société de l'histoire de la Révolution a été créée en 1888 et a été dirigée par Alphonse Hollard. Et Alphonse Hollard, il était le professeur à la Sorbonne, et c'est le premier titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne. Et Alphonse Hollard, il a présenté, donc lors de la création de la Société de l'histoire de la Révolution, il a présenté les buts de cette association. Pour lui, l'histoire de la Révolution française doit échapper, je cite, aux légendes, aussi bien de la gauche que de la droite. L'histoire de la Révolution française doit s'écrire comme s'il s'agissait, je cite, du règne de Philippe Auguste ou de Louis XIV. Il continue, en servant ainsi la science, les membres de la société serviront aussi la République, car la science entraîne le recul du préjugé théocratique et sert la cause des esprits libres, c'est-à-dire la République, et la religion des cœurs généreux, c'est-à-dire la patrie. Donc, en tant qu'historien de la Révolution française, Alphonse Hollard lui-même est très anticlérical et profondément républicain. Et pour Alphonse Hollard, René Hennequin est digne d'être membre de la Société de l'histoire de la Révolution. D'ailleurs, la Société d'histoire de la Révolution a une revue qui s'appelle La Révolution française. Et dans le numéro de cette revue de septembre 1911, Alphonse Hollard a fait un compte-rendu très élogieux de l'ouvrage de René Hennequin sur la formation du département de l'Aisne en 1790. Hollard écrit ceci: « Ce livre est aussi remarquable qu'utile. Je le recommanderai tout particulièrement aux étudiants de ma conférence d'histoire à la Sorbonne comme une des meilleures lectures qu'ils puissent faire pour leur apprentissage. » Donc vous voyez, René Hennequin est anticlérical et profondément républicain. Et le conflit avec Jean de Henzel-Dormois était inévitable. Jean de Henzel-Dormois, il est né en 1876. Bon, il est issu d'une vieille famille de gentilshommes verriers qui est installée dans le Lannoy, donc à Vorges et aussi à Bourguignon. Il appartient donc à la petite noblesse de Picardie. Son père, Charles-Maurice de Henzel-Dormois, c'était un officier en retraite depuis 1890. Sa mère s'appelait Jeanne-Françoise Louise de Rivière. Elle était issue de la noblesse du Dauphiné. Et donc, vous voyez le milieu, donc la petite noblesse provinciale, des personnes qui sont très sincèrement catholiques. Et Jean de Henzel-Dormois a été très heurté, très choqué par la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Alors, j'ai fait des recherches dans la presse locale, enfin dans la presse nationale, et en particulier dans le journal La Croix. Et dans le journal La Croix, on lit des choses assez intéressantes. Par exemple, dans ce numéro du 27 février 1906, j'ai trouvé cet article qui fait le compte-rendu des inventaires qui ont été faits dans l'église de Saint-Thomas d'Aquin à Paris en février 1906. Et on peut lire une allusion à Jean
de Hensel d'Ormois. C'est ici. Hein. Donc là, on peut lire que Jean de Hensel d'Ormois a été en février 1906 dans l'église de Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Il a été arrêté pour, je cite, c'est écrit, pour avoir frappé un inspecteur de police, arraché d'un volet une barre de fer et s'être élancé en brandissant cette barre de fer sur un agent. Donc il a été arrêté par la police et dans le même journal, on peut lire la suite. Donc Jean de Hensel d'Ormois est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est illustré lors de l'affaire des inventaires. Il a donné de sa personne. Il a même eu de gros ennuis avec la justice. Et donc Jean de Hensel d'Ormois, tout naturellement, on le retrouve dans l'Action française. Et Jean de Hensel d'Ormois est même président de la section du Lannoy du groupe d'Action française de l'Aisne. Et ce Jean de Hensel d'Ormois est un président de section très actif dans l'almanach de l'Action française de 1914. On peut lire des choses intéressantes à la date du 12 janvier 1913. Le 12 janvier 1913, donc la section du Lannoy de l'Action française a tenu une réunion à Lampes dans la salle Jeanne d'Arc. Et alors, dans ce compte-rendu, on peut lire que, d'abord, Jean de Hensel d'Ormois, donc qui est le président, a fait le compte-rendu du dernier congrès de l'Action française qui s'est tenu en novembre 1912. Ensuite, toutes les personnes présentes à cette réunion ont porté un toast à la santé du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est un descendant de Louis-Philippe, c'est le prétendant au trône de France à cette époque-là. Le toast donc à la santé du duc d'Orléans est porté par Jean de Hensel d'Ormois. Et Jean de Hensel d'Ormois annonce d'ailleurs à toute l'Assemblée que le duc d'Orléans va bientôt recevoir une délégation du groupe de l'Aisne de l'Action française. Le duc d'Orléans, à ce moment-là, il n'a pas le droit de résider en France. Les prétendants au trône de France n'ont pas le droit de résider en France. Il vit à Bruxelles. Donc, il recevra une délégation de l'Aisne de l'Action française. Alors, Jean de Hensel d'Ormois, il n'a pas de chance parce que cette rencontre avec le duc d'Orléans aura lieu le 28 avril 1913. Mais il a des problèmes familiaux. À ce moment-là, il a quelqu'un dans sa famille qui est malade. Il ne pourra pas assister lui-même à cette réunion. Et alors, la fin du compte-rendu de la réunion du 12 janvier 1913 est intéressant. Alors, regardez ça. Ensuite, les camelots. Donc, ce sont les camelots du roi. Ce sont ceux qui vendent le journal de l'Action française, qui s'appelle aussi l'Action française. Ensuite, les camelots entonnent joyeusement leurs chansons pendant le chant de la gueuse. Alors, la gueuse, c'est un chant des membres de l'Action française contre la République. Alors, je ne peux pas vous le faire écouter parce qu'il y a différentes versions et il y avait beaucoup d'improvisation et il y a beaucoup de versions différentes. Mais c'est un chant très violent et anti-républicain. Pendant le chant de la gueuse, le rideau qui ferme la scène se lève doucement et l'on aperçoit, pendue haut et court au milieu d'une forêt, Marianne immonde et grimaçante. C'est une surprise des camelots qui montent sur la scène au milieu des rires et des applaudissements de la salle et mettent le feu au mannequin de la République. Cette autodafé significative que le programme ne prévoyait pas clôture joyeusement cette bonne journée. Donc vous avez une petite idée de la vie politique à Laon en 1913. C'était quand même d'une violence heureusement qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Alors, le Jean de Hensel d'Ormois, il a recruté les membres du comité de directeur de la Société historique de Haute-Picardie il en a recruté un peu dans l'Action française. Il faut être honnête, en dehors de Jean de Hensel d'Ormois, il n'y a qu'un autre membre du comité directeur de la Société historique de Haute-Picardie qui est très lié à l'Action française. Ce personnage, c'est le marquis du Causey de Nazelles. En fait, c'est la femme du marquis du Causey de Nazelles, qui est la présidente du groupe des dames d'Action française et des jeunes filles de l'Aisne. Parce qu'il y avait aussi une section féminine à l'Action française. Mais bon, malgré tout, même s'il n'y a qu'un membre du comité directeur, enfin deux avec Jean de Hensel d'Ormois, s'il n'y a que 2 membres qui sont liés directement à l'Action française, il ne faut pas oublier que tous les membres du comité directeur de la Société historique de Haute-Picardie sont d'ardents catholiques. Alors, par exemple, le capitaine Xavier Pauly,
hein. Le capitaine Xavier Pauly, en 1908, il était capitaine au 45e régiment d'infanterie à Laon. Et vous connaissez peut-être, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique. Le 8 novembre 1908, une messe a été donnée dans la cathédrale de Laon par l'évêque de Soissons, qui s'appelle donc Monseigneur Pierre-Louis Pechenard. Et cette messe a été célébrée par l'évêque de Laon et de Soissons à l'occasion d'un congrès de l'Association catholique de la jeunesse française, hein, qui venait de se tenir à Laon. Et lors de cette messe étaient présents 5 officiers qui étaient en garnison à Laon. Et il y avait des indicateurs de la police lors de cette messe. Ces 5 officiers ont été repérés et leur présence a été signalée au ministre de l'Intérieur de l'époque. Et le ministre de l'Intérieur a tout de suite prévenu le ministre de la Guerre et le président du Conseil, qui était Georges Clemenceau. Et ça pose problème parce que Monseigneur Pechenard, évêque de Soissons et de Laon, a tenu des propos anti-républicains pendant la messe du 8 novembre 1908. Donc, par leur présence, des officiers de l'armée française ont cautionné ces propos contre la République. Alors, la sanction est tombée, hein, Georges Clemenceau ne leur a pas fait de cadeau, et ces officiers ont été lourdement sanctionnés par Clemenceau et par son ministre de la Guerre, qui était alors le général Picard, hein, qui s'était illustré pendant l'affaire Dreyfus. Et le capitaine Pauly a été muté d'office, et il a été muté au 115e régiment d'infanterie à Mamers, dans la Sarthe. Bon. Et il n'a pas beaucoup apprécié, finalement, il a préféré démissionner de l'armée. Il est revenu à Laon et il est devenu le directeur du journal de l'Aisne. Hein. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont quand même des relations difficiles avec la République au sein de la Société historique de Haute-Picardie. Et parmi les membres titulaires et parmi les membres fondateurs et parmi les membres titulaires de la Société historique de Haute-Picardie, alors là, on retrouve beaucoup plus de personnes qui sont liées à l'Action française. Par exemple, on a André Cornu-Langy, qui est membre fondateur de la Société historique de Haute-Picardie. Il habite à Soissons et il est président du groupe de l'Aisne de l'Action française. On trouve aussi Alphonse Dolé, maire de Roussy, membre titulaire de la Société historique de Haute-Picardie. Il est vice-président de la section du Lannoy du groupe de l'Aisne de l'Action française. On trouve aussi un ecclésiastique qui s'appelle Émilien Boileau. Alors, je n'ai pas de photo de lui, mais il est curé de Mont-Notre-Dame, hein, donc près de Braine. Il est membre titulaire de la Société historique de Haute-Picardie et il est connu pour avoir créé en janvier 1910 une association qui s'appelle l'Association Saint-Rémy. Et cette association Saint-Rémy, elle est liée à l'Action française et elle a comme but de publier et de propager des brochures et des livres bon marché dénonçant les erreurs de la République. Et vous en avez une petite idée là. Donc ça, c'est un livre publié par l'association Saint-Rémy de Mont-Notre-Dame en 1910, un livre de l'abbé Emmanuel Barbier qui s'intitule « Les infiltrations maçonniques dans l'Église ». Donc, vous voyez, des livres très anti-républicains. Et parmi les membres de la Société historique de Haute-Picardie, il y a aussi un personnage qui est très important. C'est François-René de la Tour du Pin, marquis de la Charce. Alors ça, c'est la recrue la plus prestigieuse de la Société historique de Haute-Picardie. C'est vraiment la tête pensante de l'ensemble du groupe. C'est le grand inspirateur du groupe des fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie. Lui, il est membre fondateur aussi. Alors, la Tour du Pin n'appartient pas à l'Action française, hein, mais il a des liens quand même avec l'Action française. Charles Maurras, qui était l'idéologue de l'Action française, a écrit « Ce n'est pas Monsieur de la Tour du Pin qui est de l'Action française, c'est l'Action française qui est de lui ». François-René de la Tour du Pin, c'est l'inspirateur en France du catholicisme social. Et c'est un des créateurs avec Albert Demain
de l'œuvre des cercles des catholiques d'ouvriers en 1871. Et La Tour du Pin est célèbre pour avoir écrit un livre très important en 1907. Donc c'est un recueil d'articles qui s'intitule « Vers un ordre social chrétien ». Alors, La Tour du Pin, c'est un des inspirateurs de l'Action française, mais ça va être aussi un des inspirateurs de la démocratie chrétienne en France, après la Seconde Guerre mondiale, même aussi un des inspirateurs du MRP, du mouvement républicain populaire. Bon, c'est un personnage très important, même encore aujourd'hui, et des hommes et des femmes de centre-gauche, mais aussi beaucoup plus à droite, peuvent s'en réclamer. Alors, François-René de la Tour du Pin, le problème, c'est qu'il n'était pas républicain. Il est toujours resté profondément monarchiste. Bon, il a été militaire jusqu'en 1881, et à partir de 1881, la Tour du Pin s'est retirée à Arancy. Donc à Rancy, c'est tout près d'ici, c'est sur le chemin des Dames, et c'est là sa famille a un château qui date du XVIe siècle, et un château qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale, mais qui a été reconstruit à l'identique. Aujourd'hui, c'est une propriété privée qui ne se visite pas. Et François-René de la Tour du Pin, c'était un grand amateur d'histoire. Denis Rolland est là. Il y a encore de la place, peut-être un petit peu. Et vous pouvez venir devant. Et donc François-René de la Tour du Pin, c'était un grand amateur d'histoire, et il avait dans le château d'Arancy une bibliothèque très riche en ouvrages sur l'histoire du Lannoy, et c'était un ami du père de Jean de Henzel-Dormois. Et la Tour du Pin est à l'origine de la vocation historique de Jean de Henzel-Dormois. Jean de Henzel-Dormois le dit, le goût de l'histoire lui est venu en fréquentant la bibliothèque de la Tour du Pin au château d'Arancy. En fait, l'étude de l'histoire de la Haute-Picardie, elle est indissociable d'un projet politique dans l'esprit des fondateurs. Et ce projet politique, c'est le projet de la restauration de la monarchie en France. Et les membres du comité directeur de la Société historique de Haute-Picardie ont rédigé un appel qui sera publié seulement en 1920. Et dans cet appel, on peut lire que les anciens diocèses de Laon, de Soissons et de Noyon, c'est le véritable berceau de la France. Et l'appel dit « C'est cette région qui a été témoin des grands gestes des dynasties mérovingiennes et carolingiennes. Elle a vu naître et grandir la race capétienne, artisan de l'unité française. » Donc faire connaître l'histoire de la Haute-Picardie, c'est faire connaître la France, mais pas n'importe quelle France, pas la France républicaine bien évidemment, la France des rois et des évêques, la France de l'Ancien Régime. Et c'est aussi la faire aimer. Et ainsi, je cite, inculquer les notions d'honneur, de fidélité, de travail sans défaillance, l'amour de la tradition religieuse et nationale. Donc vous voyez, le projet de la création de la Société historique de Haute-Picardie, c'est aussi un projet politique, un projet de restauration monarchique. Alors pour finir, je vais vous montrer une photo. Donc c'est une photo que j'ai prise récemment au fond du vieux cimetière de Royaucourt. Et on trouve plusieurs tombes. Alors la tombe que vous voyez à droite, celle-ci, bon, alors elle est assez abîmée, il faut s'approcher pour lire les inscriptions. Bon, ça c'est la tombe de Jean de Henzel-Dormois. Donc Jean de Henzel-Dormois, donc chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre. Bon, il a acquis ça pendant la Première Guerre mondiale. Ancien maire de Bourguignon, fondateur de l'Union soissonnaise des coopératives de reconstruction. Il va y travailler avec Maxime de Sart après la guerre. Lauréat de l'Institut, parce qu'il a écrit un livre d'histoire sur l'histoire des gentilshommes verriers. Bon, il est mort donc en 1955, Jean de Henzel-Dormois. Et à côté de sa tombe, pas très loin, à quelques mètres, on trouve la tombe de Armand de Hédouville, donc de Royaucourt, un des membres fondateurs de la Société historique. Vous retrouvez également, vous voyez apparaître la famille de Butet. Juste à côté de la tombe de Armand de Hédouville, on a la tombe du colonel Henri de Butet.
hein, donc colonel Henri de Butay, qui a été président de la Société historique de Haute-Picardie. Finalement, toutes ces personnes sont enterrées les unes à côté des autres, hein, et on se rend compte que c'est le même groupe de petits nobles du Lannoy, d'aristocrates catholiques, qui a dirigé la Société historique de Haute-Picardie pendant très longtemps, de 1914 à 1980. Hein, donc le marquis du Causé de Nazelles a été président de la Société historique de 1914 jusqu'à sa mort en 1916, même si après la réunion de fondation, il n'y a pas eu d'autres assemblées. Ensuite, il a été remplacé par le comte Jean de Henzel-Dormois, qui a été président de la Société historique de 1920, date de sa renaissance, à 1945. Il a été remplacé par le comte Maxime de Sart, qui a été président de la Société historique de Haute-Picardie de 1945 à 1960. Oui, des gens qui étaient là le 25 juin 1914. Hein. Et Maxime de Sart, lui, a été remplacé à sa mort en 1960 par René Trochon de Laurière. René Trochon de Laurière, c'était le beau-frère de Maxime de Sart, c'était le fils d'Henri Trochon de Laurière qui était présent le 25 juin 1914. Et enfin, de 1970 à 1980, c'est Henri de Butay qui a été président de la Société historique de Haute-Picardie. Et Henri de Butay, c'est le fils du commandant Xavier de Butay, qui était lui-même un neveu de Armand de Hédouville, présent le 25 juin 1914. Alors finalement, oui, donc pendant très longtemps, la Société historique de Haute-Picardie, elle a été dirigée par le même groupe de personnes, donc des aristocrates lannois catholiques. Et le changement, il est intervenu en... Alors donc ça, c'est une photo de Monsieur de Butay. Le changement, il est intervenu en 1977 avec l'arrivée de Cécile Souchon, qui malheureusement ne peut pas être présente avec nous ce matin. Cécile Souchon, qui a été nommée directrice des archives départementales en 1977 et qui va rester en poste pendant très longtemps, jusqu'en 1993. Et c'est elle qui a transformé la Société historique. Alors, elle l'a transformée d'abord en créant un comité de lecture pour les mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. Ça, c'est un événement très important, hein, parce que ce comité de lecture, il a causé beaucoup de discussions, beaucoup de débats pendant de très, très nombreuses années, mais c'est elle qui l'a voulu. Et c'est Cécile Souchon aussi qui, lorsque M. de Butay a souhaité quitter la présidence, c'est elle qui a fait élire Mme Martinet à la tête de la présidence de la Société historique de Haute-Picardie. Alors, Mme Martinet, vous la reconnaissez à droite. Hein. Donc, Mme Martinet, qui a été présidente de la Société historique de Haute-Picardie de 1980 à 1996. Alors, les temps avaient changé. Hein. On était loin du petit milieu des aristocrates catholiques des origines. Hein. Un bon témoignage, c'est l'arrivée à la tête de la présidence de la Société historique de Haute-Picardie de Claude Carême. J'ai mis son nom parce que vous ne le connaissez peut-être pas. Et donc là, le changement était quand même assez important, puisqu'on s'est retrouvé à la tête de la Société historique de Haute-Picardie quelqu'un qui avait quand même été tête de liste de la gauche plurielle aux élections municipales à Laon en 2001. Hein, donc oui, Jean de Henzel-Dormois, le marquis de Nazelles, se sont sans doute retournés dans leur tombe. Hein, les temps avaient bien changé depuis le 25 juin 1914. Voilà, je vous remercie. Donc il était temps que la Société historique de Laon devienne républicaine. Voilà, elle a tardé, mais bon. Est-ce que, même s'il y avait ces catholiques, dont certains au début royalistes, est-ce qu'il n'y a pas quand même eu à un moment donné une certaine évolution parmi les membres? Bien sûr. Le grand tournant, c'est la Première Guerre mondiale.
Et après la Première Guerre mondiale, on sera vraiment dans une autre époque. Tout aura changé. Bon, d'ailleurs, beaucoup de ces châteaux du chemin des Dames auront été détruits. Et puis, il ne faut pas oublier qu'après, dans les années 20, petit à petit, quand même, les catholiques vont se rallier à la République. Et l'expérience des tranchées, c'est quand même un moment important. Il y a beaucoup de républicains anticléricaux qui se sont retrouvés dans les tranchées avec des ecclésiastiques, voire des catholiques convaincus. Donc la Première Guerre mondiale, elle va contribuer à apaiser les choses. Après, dans les années 20, vous savez aussi que l'Église catholique, la hiérarchie catholique va prendre ses distances vis-à-vis de l'action française. Et les membres fondateurs de la Société historique, par exemple Jean de Henzel-Dormois, va de plus en plus prendre ses distances avec l'action française. Et on va voir apparaître dans les réunions de la Société historique de Haute-Picardie pendant l'entre-deux-guerres, Monseigneur Menchet, qui était évêque de Soissons. Et bon, donc là les discours vont être beaucoup moins virulents. Et Jean de Henzel-Dormois va vraiment prendre ses distances par rapport à l'action française. Donc tous ces membres catholiques, ils vont devenir beaucoup moins virulents contre la République. Et les discours vont changer. Voilà. Puis ensuite, le grand tournant, ce sera aussi la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, là aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles Westerkamp, qui était président de la Société académique de Laon, lui, il s'est rangé clairement dans le camp de la collaboration. Jean de Henzel-Dormois, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était malade depuis le milieu des années 30, donc il ne vivait plus dans la région, il était en Bretagne, chez sa fille, donc il a été extrêmement discret. Le comte Maxime de Sart, lui aussi, il a été nommé maire d'Ursel par le maréchal Pétain, mais il a été très discret pendant la guerre, et au moment de l'épuration, il ne va pas du tout être inquiété. Donc il n'y a que Charles Westerkamp qui a été condamné par la justice après la guerre. Mais donc les membres de la Société historique, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été très très discrets. Et donc on va retrouver Maxime de Sart à la tête de la Société historique de Haute-Picardie jusqu'en 1960. Donc le discours s'est beaucoup apaisé. Le discours s'est beaucoup apaisé et l'antirépublicanisme, il est plus présent après la Première Guerre mondiale. Ouais. Une petite précision, s'il vous plaît. Vous nous avez décrit parvenu la crise de la société académique dans les années 12-13. Et puis, un an après, c'est la fondation de la société de Haute-Picardie. Ouais. Y a-t-il un lien de cause à effet entre les deux? Et est-ce que les deux sociétés ont cohabité ensuite? Alors, les deux sociétés historiques vont cohabiter. Donc, pendant toute l'entre-deux-guerres, il y aura la société historique, la société académique de Laon, qui continuera à se réunir à Laon, mais avec de moins en moins de membres. Et elle sera dirigée par Lucien Broche et puis par Charles Westerkamp. Elle compte de moins en moins de membres, elle n'a plus beaucoup de moyens financiers et donc elle publie très peu. Elle n'a plus beaucoup d'argent. En revanche, la Société historique de Haute-Picardie, alors elle va se réunir pendant l'entre-deux-guerres, elle tient 2 réunions seulement. Une réunion en hiver à Soissons, parce que beaucoup de ses dirigeants habitent Soissons, en particulier Maxime de Sart, et une autre réunion d'été dans le château de Henzel-Dormois à Bourguignon. Il n'y a que 2 réunions par an. Et la Société historique de Haute-Picardie a beaucoup plus de moyens financiers que la Société académique de Laon. Et donc, à partir de 1922, elle va réussir à publier chaque année un bulletin. Et ça, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, pendant l'entre-deux-guerres, la Société académique de Laon décline vraiment, ça c'est net. Il n'y a plus beaucoup de membres, il n'y a plus beaucoup de publications. Charles Westerkamp se démène, il se plaint d'ailleurs, il voudrait faire venir des personnes à la Société académique de Laon, mais il n'y arrive pas. En revanche, la Société historique de Haute-Picardie est assez prospère. Et elle compte beaucoup de membres. Quand vous lisez les comptes rendus de réunion de la Société historique de Haute-Picardie, ce sont des extraits du Bottin-Mondain. Vous avez toute la bonne société du département qui est présente. Donc il y a un petit peu plus il y a plus de moyens financiers. Donc elle est beaucoup plus dynamique. Mais malgré tout, il y a des liens entre les deux sociétés. Lucien Broche va aux réunions de la Société académique de Laon et aux réunions de la Société historique de Haute-Picardie. Même Charles Westerkamp, il sera membre de la Société historique de Haute-Picardie. Mais Jean de Henzel-Dormois, lui, il n'y va pas. Il ne va pas aux réunions de la Société académique de Laon. Il n'a pas digéré la crise de 1913. Donc il va continuer à bouder. Mais donc les liens quand même sont maintenus. Et c'est en 1944
que Charles Westerkamp et Maxime de Sart décident de fusionner les deux sociétés. Voilà. Et finalement, c'est la Société historique de Haute-Picardie qui l'a emporté. La nouvelle société devait s'appeler la Société académique de Haute-Picardie, mais on va reprendre le nom de Société historique de Haute-Picardie qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est finalement de ce duel entre les deux sociétés, c'est la Société historique de Haute-Picardie qui l'a finalement emporté. Monsieur Dauzière, vous avez quelque chose à dire? Les conflits idéologiques dont vous nous parlez, ils se traduisent dans les publications, enfin dans les thèmes d'études des publications? Oui, bien sûr. Dans les années 20, on voit... Alors déjà, la Société historique de Haute-Picardie s'intéresse beaucoup à l'histoire de la noblesse du Lannoy. Il y a des articles de Maxime de Sart, par exemple, sur la province de Picardie. On se préoccupe beaucoup de la réforme territoriale. La réforme territoriale, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les membres fondateurs de la Société historique de Haute-Picardie. Ils n'ont pas du tout apprécié la création du département de l'Aisne. Et ils rêvent de la création d'une région de Picardie. Hein, ça, c'est quelque chose qui apparaît souvent. Maxime de Sart, c'est que la réforme territoriale, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Hein, voilà, donc ce sont la France d'Ancien Régime intéresse beaucoup les membres de la Société historique de Haute-Picardie, l'histoire napoléonienne également, l'histoire militaire, hein, parce que dans leur famille, ils avaient beaucoup d'officiers qui avaient servi sous Napoléon. Hein, donc on retrouve, ils ont des goûts quand même assez prononcés. Hein, donc surtout pour l'histoire de la France d'Ancien Régime, l'histoire militaire, l'histoire de la noblesse, voilà. Oui, monsieur Peter. Est-ce qu'ils portent les uns les autres, l'ensemble ou certains d'entre eux seulement, intérêt critique ou non critique à l'égard des professeurs d'histoire dans les lieux d'enseignement? Alors, bon, ça, vous savez, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés historiques. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Hein, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Bon, comme dans la Société historique de Haute-Picardie, il y a parfois, par exemple, on rencontre un instituteur, Ernest Bouchel, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de Près-les-Boves, par exemple. Bon, c'était un érudit local. Bon, lui, il a été membre de la Société historique de Haute-Picardie. Mais les enseignants sont quand même très rares. Hein, il n'y a pas, par exemple, de professeurs d'histoire du lycée de Laon. On ne les trouve pas. Hein, on ne les trouve pas. Mais ça, c'était courant dans toutes les sociétés historiques. Vous savez, dans les sociétés historiques, depuis le 19e siècle, on se méfiait beaucoup des enseignants. Hein, on se méfiait des enseignants, c'était des républicains, c'était des anticléricaux, et donc les nobles, les ecclésiastiques qui animaient ces sociétés historiques n'en voulaient pas. Hein, donc on en trouve très très peu. Hein, et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Hein, on n'est pas nombreux. D'articles, enfin Maxime de Sart a quand même cherché énormément et publié beaucoup sur le patrimoine. Oui, mais attention, son principal livre, c'est le Lannoy féodal. Hein, le Lannoy féodal. Donc il s'intéresse beaucoup aussi à la noblesse du Lannoy, et puis il s'intéresse beaucoup à la France d'Ancien Régime. Hein, la France d'Ancien Régime. Il y a l'étude quand même des rues de Bien sûr, mais son grand ouvrage, c'est quand même le Lannoy féodal. Hein, et le titre même du livre est bien significatif. Hein. Cette divergence-là entre les érudits locaux et les professeurs d'histoire, elle est liée au fait, elle se manifeste dans le fait que finalement, c'est quand même à la fin du 19e siècle que l'histoire, j'allais dire scientifique, basée sur des analyses, des critiques, se met en place. Donc, est-ce qu'on a des érudits qui sont, je dirais, des littéraires par rapport à des professeurs d'histoire qui sont des scientifiques? Non, cette opposition, on ne la retrouve pas tellement. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Maxime de Sart, c'est un ancien élève de l'École des Chartes. Hein, bon, il a été auditeur libre à l'École des Chartes, mais il a été formé à l'École des Chartes.
hein, et on trouve beaucoup d'archivistes paléographes d'ailleurs. Il y en a dans la Société historique de Haute-Picardie, des amis que Maxime de Sars s'est fait à l'école des Chartes. Donc cette différence-là, c'est pas une opposition de méthode entre une histoire d'érudits locaux et une histoire scientifique. En fait, non, cette différence-là, on la retrouve pas vraiment. Maxime de Sars travaillait bien. Maxime de Sars, il faisait quand même une histoire qui était très bien documentée, qui était quand même très rigoureuse. Hein. Donc il fait une histoire scientifique. Donc ce décalage-là, on le rend non, c'est pas tellement. Ça, c'est pas un fossé qui explique l'absence de professeurs d'histoire dans les sociétés historiques. Non, ça, c'est plutôt pour des raisons politiques. Hein, pour des raisons politiques, les enseignants ont souvent été évincés des sociétés d'histoire. On n'en voulait pas. Puis en plus, il ne faut pas oublier que les salaires d'instituteurs étaient quand même très faibles et ils ne pouvaient pas se permettre de payer des cotisations des sociétés historiques qui étaient quand même assez élevées. Hein. Et les instituteurs qui sont présents dans les sociétés historiques, d'ailleurs, ils sont souvent présents en tant que membres correspondants, hein, c'est-à-dire qu'ils payent la cotisation la plus faible. Hein. Bon, mais il y en a. Les instituteurs qui se distinguent par leurs travaux d'érudition sont acceptés dans les sociétés historiques. Mais bon, ils ne sont pas très nombreux. Hein, voilà. Vous trouvez une différence de ton avec les articles de la Société académique, alors, à contrario Non, y a de toute façon, vous savez, quand on lit les bulletins de la Société académique de Laon au début du XXe siècle, il y a beaucoup d'articles qui sont signés par Maxime de Sars, qui sont signés par Jean de Henzel-Dormois. Même Charles Westerkamp, il fait le même genre d'histoire que Henzel-Dormois. Il n'y a pas de différence. Pas vraiment dans les sujets, il n'y a pas une grande... Non, c'est la même chose. Dans les sujets, c'est la même chose. Non, puis des sujets vraiment d'histoire républicaine, on n'en rencontre pas. Hein. L'histoire républicaine, c'est l'histoire très contemporaine. Hein. Donc, c'est pas de l'histoire qui est traitée. Voilà. D'autres. Donc non, parce que vous attendez tout ça avec impatience, on va pouvoir aller manger. Ah, mais c'est lui, puis la salle ici. Donc pour le repas, donc on nous attend dans la salle d'à côté. Puis là, personne.